Je crois fermement que les enjeux sont très difficiles à traiter, mais les espérances, elles comptent premièrement sur une sorte de concordance au minimum sur un plan d'action pour le monde islamique qui pourrait au moins en partie surmonter les litiges internes, les différends internes des pays musulmans. Sans cela, en fait, avec cette tension et cet accrochage verbal peut-être et diplomatique, je crois que les résultats ne pourraient pas être très prospères. Alors, docteur Badal, vous m'incitez à vous poser une question parce que là, on parle de l'égarement des objectifs de l'OCI. Comme vous l'avez bien dit, l'OCI avait des objectifs lors de sa formation. Et moi, j'ai retenu deux objectifs. Alors, il y avait dans l'article 3, œuvrer à éliminer la discrimination raciale et le colonialisme sous toutes ses formes et consolider la lutte de tous les peuples musulmans pour la sauvegarde de leurs droits et leur dignité et créer l'atmosphère propre à promouvoir la coopération et la compréhension. On a l'impression que les trois articles ont été oubliés, car comme vous venez de le dire, aujourd'hui on a la Syrie, qui est un pays musulman, on a l'Irak, la Libye, on a le Yémen, oui. On a l'Afghanistan, qui était bien avant eux, on a des guerres qui se font entre des pays musulmans, qui sont membres de cette conférence et de cette organisation. Aujourd'hui, pourquoi on est égaré de cet objectif? On tient un sommet, c'est le 13e, et on a l'impression qu'on est à côté des objectifs de ce sommet. Malheureusement, si vous voulez, c'est le problème de la manipulation des textes de loi. Parce que chacun cherche en fait la vérité d'après son optique. Si on adresse la parole, par exemple, à l'Arabie Saoudite et la coalition qui l'a formée pour le Yémen, elle va dire qu'il s'agit d'un président légitime qui a été élu par le peuple et qui doit parachever son mandat comme ce qui se passe dans tout le monde, c'est légitimité. Si par exemple, vous adressez la parole aux Haïti, par exemple, ils vont dire que nos droits sont perdus, ça fait longtemps, on réclame nos droits, pas d'indépendance, mais au moins d'égalité sociale. Si par exemple, on adresse la parole à l'Iran, elle va dire que oui, on a une influence dans cette région, il ne faut pas l'oublier. Donc, chacun des pays musulmans cherche à manipuler l'interprétation de loi en sa faveur, et c'est ça le problème. Parce qu'il y a, si vous voulez, cette vision unilatérale qui cherche à prendre au monopole la vérité et la réalité. Donc, il faut des concessions normalement, et il faut aussi, en fait, adresser, en fait, le dialogue à ce que détient effectivement la question, c'est-à-dire le peuple. Jusqu'à présent, le peuple yéménite, par exemple, n'a pas encore dit son mot. Par exemple, en Syrie, même le peuple, il est où le peuple? Une bonne partie qui était réfugiée, l'autre qui était tuée, et ce que reste là-dedans, peut-être il y a certains parmi eux qui ne trouvent même pas le moyen de sortir ou bien de fuir, d'autres qui ont des intérêts là-dedans, comme par exemple les grands hommes d'affaires syriens, et d'autres qui sont ralliés au régime. Donc, où est le peuple syrien dans le sens vrai du mot, c'est-à-dire dans la collectivité sociale? Oui, le mot de peuple, il n'a pas encore entendu. Par exemple, en Libye, par exemple, Libye, il ne s'agit pas d'un peuple ou bien d'un État dans le sens, c'est plein de mots d'après les sciences po, les sciences politiques, parce qu'il y a encore de tribus. La Libye, elle était avant la monarchie, Senussi, il y avait 3 régions. Il y avait Barqa, Fazan et Tripoli. Donc maintenant, on cherche à rétablir cette division. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien changé. La société tribale existe toujours. Donc, il y a, pour chacune des factions du peuple libyen, il y a un point de vue, il y a une vision politique. Donc, il faut cette sorte de consensus qui pourrait être, si vous voulez, réalisé à travers rester à la table ronde. Ça peut être l'État fédéral, ça peut être... Il y a plusieurs... peut-être n'importe quelle formule, mais à condition de mettre fin à de tels massacres et de tels malheurs de peuple. C'est ça la question. Donc, on s'égare de ces objectifs parce qu'on cherche d'autres intérêts d'ordre local, malheureusement, parce que, oui, il ne faut pas le reconnaître, l'Arabie Saoudite, il cherche son intérêt, ses intérêts dans la région, parce qu'il s'agit d'un État tout à fait axial, le plus grand État depuis le Golfe, il cherche aussi son influence et ses intérêts. Pour l'Iran, par exemple, il se trouve une grande puissance reconnue récemment par le monde en tant que pays nucléaire,
même s'il est pacifique, comme on dit, entre guillemets, parce que c'est pas toujours pacifique, et aussi, par exemple, la Turquie, il a aussi ses ambitions en tant que pays de califat. Ça fait peut-être, ça fait 100 ans, non, ça fait 10 ans, 88 ans, par exemple. Vous avez aussi l'Égypte, qui est historiquement le pays le plus grand du point de vue démographique, du point de vue, par exemple, de cumul de civilisation et de culture. Donc, au lieu, par exemple, de chercher à se concurrencer, il faut chercher à se coopérer. C'est ça le problème. Donc, il faut des hommes d'État, si vous voulez, pour avoir une vision plus globale qui pourrait renfermer toute la région. Et ce n'est pas les intérêts locaux très, très étroits et très restreints. C'est ça la question. Mais est-ce que le cause de la quête d'une coopération islamique existe? Elle existe d'une façon plus forte, plus pressante. On nous presse pour qu'on soit très bien consolidé, très bien coopérant. Mais le problème, c'est quoi? L'absence d'une vision collectiviste, d'une vision totale qui pourrait renfermer toute la région. Et il faut connaître le principe américain, win by win. Donc, on pourrait gagner. Tout le monde pourrait sortir gagnant, mais à condition de trouver qu'est-ce que vous voulez exactement et qu'est-ce que vous pouvez offrir en contrepartie. Sinon, donc, la guerre, c'est la destruction, la guerre, c'est l'archaïsme, la guerre, c'est en fait, c'est tout à fait à l'encontre de progrès, à l'encontre de développement de régions. La région est atteinte de beaucoup de malheurs, effectivement. On n'a pas besoin de malheurs davantage. C'est ça le problème. Pas d'autres questions. Il n'y a aucune autre issue que se coopérer et travailler ensemble. Travailler ensemble malgré les différends. La Turquie, elle est invitée à oublier en fait tous les différends avec l'Égypte pour faire un bloc dans la région qui pourrait enrichir le monde musulman. L'Égypte aussi, elle pourrait faire des petites concessions en fait pour se réconcilier avec, parce qu'il y a le peuple. Malgré les leadership, on dit par exemple qu'on est maintenant contre Erdogan, mais il va partir normalement un jour. Un jour, il va partir, mais le peuple turc ne va pas partir. Si on a par exemple des problèmes avec les Iraniens en fait sont des musulmans, non seulement des musulmans, mais des habitants de la même région. Donc si vous êtes contre par exemple le régime de la révolution islamique, ils vont disparaître un jour, ou bien ils vont chercher à se reformuler pour être plus compatibles au monde. Preuve à l'appui, c'est ce qui s'est passé avec l'accord de l'énergie nucléaire. Donc il y a toujours de progrès, il y a un changement de mentalité en vertu du changement des événements. Il faut être plus clair, plus ouvert en même temps et plus souple, parce que c'est ça la politique. La politique ne connaît pas le oui ou le non, mais par exemple le blanc et le noir, mais elle connaît une énormité de couleurs innombrable, si vous voulez. Il y a aujourd'hui à l'intérêt là-dedans, il y a demain, par exemple, l'intérêt a beaucoup changé, donc on pourrait garder le rapport, mais avec une façon, par exemple, plus ou moins allégée, peut-être plus ou moins fortifiée. Donc, en vertu, la politique et cette souplesse de prendre les décisions, de se comporter, d'agir, mais ce n'est pas, par exemple, de sentences coraniques ou bien de sentences de la sunna qui sont inalignables, même pas de sentences de la loi. Parce que même la loi, il a cette souplesse pour être interprétée d'une manière ou d'une autre, ou bien pour être amendée. Parce que même les constitutions sont à amender. Il y a toujours un outil d'amender les constitutions, même pour qu'elles soient plus compatibles avec l'intérêt général. Donc pourquoi ne pas chercher à laisser tous ces différents, pas laisser, mais au moins à geler en fait de tels différends pour faire face à un ennemi qui est toujours à l'affût de bafouer, si vous voulez, les pays arabes. Nous avons par exemple l'Israël, nous avons aussi Iran et qui ne cache pas ses ambitions. Donc, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays membres de cette organisation, où il figure d'ailleurs l'Iran, l'Arabie Saoudite et différents autres pays musulmans, est-ce qu'aujourd'hui ils sont trop concentrés à se chamailler sur des sujets politiques en laissant tomber justement des grandes causes comme vous avez dit le conflit israélo-palestinien, mais aussi la montée du terrorisme, parce qu'aujourd'hui, toutes ces querelles profitent à d'autres, comme Al-Qaïda, Daesh, d'autres, Boko Haram en Afrique.
est-ce qu'ils ont oublié leur message réel, celui de diffuser la vraie image, le vrai image de l'islam? Aujourd'hui, on se querelle en oubliant notre rôle principal. Malheureusement, je ne veux pas en fait l'avouer, mais il faut l'avouer quand même. On vit actuellement ce qu'on peut appeler la haine aveuglante, qui pourrait en fait aveugler tout le monde, parce que là le terrorisme, comme vous venez de le dire, la montée du terrorisme, c'est un danger, par exemple le Daesh et les autres, c'est un danger tout à fait massif qui pourrait déraciner les pays musulmans, ou bien déraciner même l'existence de l'islam en tant que religion modérée. Vous avez également Israël, qui jusqu'à présent, elle n'a pas de frontières très bien tracées et accréditées de la part de l'ONU. Pourquoi? Parce que ce sont toujours des frontières ouvertes. On dit nos frontières s'arrêtent ou nos armées s'arrêtent. Donc c'est très très dangereux. Je ne dis pas par exemple, il faut par exemple être hypocrite pour dire oui, on est très très bien d'accord avec l'Iran, avec la Turquie, je ne sais pas quoi, mais au moins il faut donner en fait une échelle de priorité. Les priorités maintenant, premièrement c'est le terrorisme, deuxièmement c'est la question palestinienne. Donc je crois que les deux en fait vont de pair, parce que c'est le terrorisme étatique d'Israël et l'autre c'est le terrorisme organisationnel de Daesh. Donc un terrorisme qui a maintenant des piliers, qui a maintenant des bases. Et